Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le docteur Kylian Thomas, je suis président du syndicat Réagir, qui est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Mes conflits d'intérêts, c'est du coup d'utiliser moi-même les réseaux sociaux et surtout, en tant que président de la structure, détenir le compte Healthbuster, dont toutes les vidéos, évidemment, sont exemptes de toute rémunération. Donc, ceci étant dit, voilà, l'équipe de Réagir, globalement tout mon bureau et notre conseil d'administration. Et donc, ce que nous avons vu, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'information font partie du quotidien des jeunes médecins. Et donc là, vous avez les résultats d'un sondage de l'IFOP chez les jeunes de 11 à 24 ans. Donc vous voyez que globalement, ils utilisent surtout des plateformes de contenu de partage de vidéos, YouTube, TikTok et notamment Instagram. Concernant TikTok et Instagram, les vidéos format vertical et qui jouent sur l'algorithme de vos j'aime ou du temps de visionnage des vidéos, le fait du geste du scroll qui est un geste très automatique et la rapidité des vidéos, leur temps de cerveau pour chaque vidéo qui est finalement très faible, et bien tout ça génère ce qu'on appelle finalement, c'est ça qui va faire que vous allez consommer ces réseaux sociaux. En plus de ça, ce qu'on a vu, c'est que les influenceurs qui utilisent ces réseaux utilisent également autre chose pour capter votre attention, qui est l'effet de hook. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par une approche un peu négative pour susciter émotion et curiosité. Un peu du genre, vous aussi, vous êtes fatigué le lundi matin ? Et on voit très bien que ça marche, puisque le temps dédié à ces plateformes tourne autour de 2 heures par jour en moyenne. Et ce, même chez les mineurs, chez qui, théoriquement, certains de ces réseaux sociaux sont interdits, dont TikTok, normalement, qui est interdit avant l'âge de 18 ans. Au sujet de l'information qui y circule, 59% de cette classe d'âge déclarent utiliser TikTok même comme un moteur de recherche. 59% le considèrent comme une plateforme ordinaire de contenu et 45% ne vérifient aucune des informations qu'ils y trouvent. Et récemment, le Nouvel Obs a sorti hier un article où ils disent que sur TikTok, notamment, 20% des informations contiennent des fausses informations. Et que 43% de ces fausses informations concernent la santé. Et ça, c'est ce qu'on s'est aperçu il y a 1 an. Donc là, vous avez des contenus qu'on peut trouver et que vous pouvez toujours trouver aujourd'hui sur ces plateformes. Donc là, vous avez appliqué de l'eau de Javel sur les boutons d'herpès avant même qu'ils apparaissent. Boire une grande quantité d'eau très salée pour se provoquer une purge et chasser les graisses et ne pas grossir. Et se scotcher la bouche pour mieux dormir. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour alerter sur l'influence des réseaux sociaux dans la désinformation en santé ? Avec pour objectif d'alerter le grand public, de remettre les professionnels au cœur de l'information, de réorienter les usagers vers les professionnels de santé et appeler surtout les institutions à agir. Alors là, c'est toujours pareil, les vidéos, est-ce que ça marche ? Comment mettre fin à une infection vaginale en imbibant un tampon avec du yaourt? Je vais me frotter les yeux avec de l'oignon. La térébenthine va vous débarrasser de toutes ces maladies.
j'ai décidé d'essayer le truc de mettre des gousses d'ail dans mes narines. Je vous ai récemment partagé un conseil médical pour décongestionner les bronches. Ce que je ne vous ai pas partagé, c'est que ce conseil, il ne vous guérira pas. Il aurait pu avoir des risques sur ma santé, des irritations au niveau du nez, des maux de tête, des infections bactériennes. Et si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que je suis pas tout à fait celle que vous croyez. Je suis le docteur Bono et en tant que soignante, c'est mon rôle de vous alerter. En matière de santé, il faut toujours consulter un professionnel de santé plutôt que de se fier aux faux conseils trouvés sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, pour faire tout ce travail, ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris les codes habituels sur TikTok. Généralement, on a souvent ce genre de vidéo où la vidéo est coupée en deux parties. Donc en bas, on a mis la vidéo originale de l'influenceur qui donne son mauvais conseil. Et en haut, un modèle généré par intelligence artificielle qui s'approprie le visage de l'influenceur par la technologie du deepfake, ce qui est un masque numérique pour lui faire tenir une critique de ses propres propos. Notre accroche négative pour capter l'attention du spectateur, donc l'effet de hook dont je vous ai parlé, ça va être de faire dire à notre modèle « Je vous ai dit quelque chose que j'aurais jamais dû vous dire ». Dans la seconde partie, le modèle en IA vient égrener les conséquences dangereuses potentielles de son conseil avec une animation dynamique. On a même poussé la facétie jusqu'à appliquer au masque numérique des symptômes, des complications possibles de son conseil. Enfin, le masque de l'IA tombe et on révèle que la critique était celle d'un ou d'une jeune médecin généraliste qui appelle le public à se méfier de l'information sur les réseaux sociaux pour se tourner vers les professionnels de santé compétents. Un cas donc d'une jeune femme qui proposait de se frotter régulièrement les yeux avec des oignons pour améliorer la vue et garder des bons yeux toute sa vie. Vous avez peut-être vu cette vidéo où je vous explique comment faire pour entretenir votre vue avec de l'oignon. Étant donné que ma vue est en train de baisser à cause des écrans notamment et que j'ai un petit bouton là dans l'œil, je vais me frotter les yeux avec de l'oignon. Alors on sait tous que l'oignon c'est très bon pour les yeux. J'aurais pas dû vous recommander ça car comme vous pouvez le constater, cette pratique peut entraîner des larmoiements excessifs, des conjonctivites, une inflammation des paupières, des chalazions, c'est-à-dire des grosseurs au niveau de la paupière, et même des troubles de la vision. J'aurais dû commencer par vous dire que je n'ai aucune qualification en ophtalmologie ou dans le domaine médical. Ce conseil santé est non seulement désagréable et surtout inefficace, mais peut être nocif comme vous pouvez le voir sur mon visage. Si je vous dis cela, c'est parce que je ne suis pas tout à fait celle que vous croyez. Mon nom est Caroline Montera-Jeuny, médecin généraliste. J'ai utilisé la technologie du deepfake pour que vous puissiez observer sur la personne qui vous a donné ces conseils les conséquences de ce traitement. En tant que médecin, il est de mon devoir de vous avertir que ce type de pratique peut générer des complications qui peuvent sérieusement altérer votre santé oculaire. En cas de doute, rapprochez-vous plutôt d'un professionnel de santé compétent dans le domaine. Au total, nous avons produit 10 vidéos publiées sur le compte TikTok et Instagram. On a atteint environ 2900 followers sur TikTok et 3900 likes. Les commentaires et les retours étaient majoritairement positifs, mais c'est sûr que le nombre de vues reste très faible par rapport aux influenceurs classiques qui se comptent en centaines de milliers de vues, voire millions. Il y a eu beaucoup d'intérêt des journalistes sur notre projet et sur le sujet. Donc il y a eu des articles de presse, notamment dans les revues médicales spécialisées, comme Egora, le quotidien du médecin, mais aussi le grand public, comme France Info ou Le Figaro. Notre projet a été également mis en avant par des influenceurs de renom sur YouTube, Hugo Décrypte, qui fait des vidéos journalistiques quotidiennes, et plus récemment, un dossier documentaire de 40 minutes par une journaliste, Amy Story, et qui a fait quasiment un demi-million de vues.
Nous avons été également entendus par la commission parlementaire d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs avec d'autres professionnels de santé. Cette commission a abouti à un rapport qui est paru il y a 3-4 semaines et qui préconise notamment l'interdiction du réseau TikTok aux moins de 15 ans et met en cause la responsabilité des plateformes sur les contenus qu'elles hébergent. Nous avons été également invités aux rencontres santé sociale d'Eurocause Santé et Humanisme de Strasbourg le 11 octobre, dont le thème était Santé sous influence. Enfin, nous espérons pouvoir présenter également un atelier lors de la Wonka Europe qui se tiendra à Paris début juillet. Les forces de notre projet, c'est qu'en fait, on a tout simplement déjà utilisé les codes des réseaux sociaux contre eux-mêmes. Il y a eu une très bonne réception. Le sujet était d'actualité aussi à l'époque. L'impact médiatique a été quand même très conséquent. Et au final, on a réussi à alerter les institutions et les autorités. Les limites, l'usage de l'intelligence artificielle qui demande quand même de très grosses compétences. Le droit à l'image qui se pose aussi, puisqu'on utilise quand même l'image de ces influenceurs sans leur consentement. La faible viralité de notre compte, qui malheureusement est quand même rien à voir par rapport au compte des influenceurs en question. Notre action est temporaire, et on sait très bien que sur les réseaux sociaux, si vous suivez des gens, vos vidéastes préférés, ils vous disent que c'est la régularité qui fait que leur compte souvent évolue et mis en avant. Donc évidemment, une action temporaire ne fait que l'algorithme va tout de suite nous mettre, ne va jamais nous recommander à quelqu'un en fait. Et puis, est-ce que c'est notre rôle aussi de syndicaliste, de jeunes médecins généralistes? Point d'interrogation. Et ça nous a quand même fait poser quelques questions sur l'information en santé. Finalement, l'information via les réseaux sociaux, c'est une information qui est générique, accessible en permanence, qui est immédiate, avec un temps d'attention très court, et qui fait appel souvent aux émotions et dont la peur. Alors que nous, professionnels de santé, notre information, elle est souvent personnalisée, mais nous avons un temps limité pour donner nos informations. L'information fait partie du soin, donc ça veut dire qu'on soigne en même temps qu'on donne des informations, ce qui forcément fait que, on sait tous, on nous l'a tous appris dans nos DMG, il y a une différence entre ce que nous disons, ce que le patient entend et ce que le patient finit par comprendre. Avec les patients, souvent en plus, nous essayons de discuter. On négocie les choses, on n'impose plus, c'est fini le paternalisme médical. Et on essaye de faire appel à la raison, à la logique. Et puis, des fois, on ne sait pas. Des fois, sur l'instant, le patient nous pose la question, et puis on n'est pas capable de répondre. Finalement, on voit bien que c'est un combat à armes inégales. Entre d'un côté une masse de vidéos circulant sur les réseaux et de l'autre la présence anecdotique de professionnels de santé sur ceux-ci. L'objectif était donc d'alerter et de produire des vidéos, et nous avons arrêté de produire des vidéos. Nous concentrons maintenant sur la suite. Nous avons réussi à interpeller les députés et nous suivons avec attention leurs propositions à la suite du rapport, notamment via l'Observatoire des fake med annoncé en avril et dont on attend les actions concrètes. Nous notons également que l'INSERM s'est aussi saisi de ce sujet en développant Canal Detox, un outil de vérification scientifique d'informations en ligne. Et début novembre, une émission éducative sur la plateforme Lumni de France TV avec des collégiens a été réalisée donc avec le docteur Bono qui suit Healthbuster depuis le début. Et donc ils ont critiqué ensemble avec ces collégiens des vidéos, des réseaux sociaux afin de leur donner des outils pratiques de développer leur sens critique. Je vous remercie.